Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine du 8 mars, de la Journée internationale du droit des femmes, j'ai la joie d'accueillir une femme de tête, une femme de cœur, chef d'entreprise, créatrice, cofondatrice de la marque Made in France, une marque engagée qui s'appelle KLS Lunettes. On vous expliquera davantage quelles sont les initiales auxquelles cette marque fait référence. J'ai donc l'honneur et le plaisir d'accueillir Audrey Cathoz qui est avec moi sur le plateau de Lumière intérieure. Bonjour Madame Cathoz. Merci. Bonjour Marie. Ravie de vous recevoir. Comme je vous le disais, vous êtes donc la fondatrice de l'enseigne KLS Lunettes. C'est un lunetier différent avec des mots-clés dont on va parler. Alors KLS déjà, on va parler de ces mots-clés-là. KLS, K c'est pour connexion. L, c'est pour lunettes, et S, c'est pour solidarité. Je le disais, vous êtes un lunetier engagé. Parmi les mots-clés, il y a aussi le circuit local. Oui. Il y a la bienveillance. Oui, c'est vrai. La qualité. Allez, je vous laisse raconter un petit peu ce parcours et cette marque. Alors, différente, complètement différente. j'espère. Bon, on est opticien, mais fabricant. Fabricant, ça veut dire qu'on design et on crée toutes nos collections. Et c'est déjà en soi assez atypique parce qu'aujourd'hui, 90% des lunettes vendues en France viennent d'Asie, alors qu'on a un savoir-faire incroyable et en fait, c'est plus possible de se laisser envahir par des produits chinois. Donc on est une marque un peu militante, un peu engagée. Il y a quelques années, pour vous raconter en fait comment je suis tombée là-dedans, si je puis dire. Oui, parce que vous étiez opticienne déjà. Alors non, moi je ne suis pas l'opticienne. D'ailleurs, toutes mes équipes, oui, et je suis la seule non opticienne, mais je suis à l'origine de la création de la marque. Vous travaillez dans les lunettes. Oui, c'est ça. Toujours, voilà. En fait, il y a quelques années, je vendais les machines-outils pour les lunetiers, donc pour participer à la réindustrialisation des usines. Machines-outils qui sont aussi fabriquées en France, donc j'étais très fière parce que ça a un vrai impact sur la filière. Et j'ai vu concrètement ce que ça veut dire la mondialisation, c'est-à-dire des territoires qui se désertifient à perte de vue. Et donc il y a plusieurs bassins qui étaient spécialisés dans la lunetterie, notamment autour de Lyon, donc autour d'Oyonnax dans l'Ain, et puis le Jura, etc. Et concrètement, ces usines, quand elles ferment, on perd des savoir-faire, on perd des compétences, et c'est une grande tristesse. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'on continue à rester assis sur son canapé derrière la télé, à regarder des gens manifester dans leur usine, à faire brûler des pneus pour essayer de sauver leur outil industriel, ou est-ce qu'on s'engage? Voilà. Et du coup, j'ai essayé de m'engager. Et en discutant avec mes clients, qui étaient les chefs d'entreprise donc de ces petites usines, ils m'ont expliqué le pourquoi du comment. Parce qu'en fait, quand vous visitez une usine, c'est extraordinaire. Il y a des choses partout magnifiques, il y a des prototypes, il y a des bouts de matière, il y a des dessins, il y a des vieilles machines, il y en a des super modernes, enfin c'est waouh quoi. Et je leur ai dit, mais comment c'est possible qu'on n'y arrive pas quoi? Il faut se battre. Et ils m'ont dit, en fait, le problème, c'est qu'il y a le lunetier, l'usine. Ensuite, il faut payer le designer qui a dessiné la lunette. Après, il faut payer la marque qui emploie le designer. Après, il faut payer un grossiste pour faire en grande quantité. Après, il faut payer une centrale d'achat qui va dispatcher dans tous les magasins. Après, il faut payer un représentant qui va voir les opticiens. Après, il faut payer l'opticien. Après, il y a le client. Donc, on se retrouve avec un millefeuille de dingue. Et à chaque fois, chacun prend sa marge pour rémunérer son travail, ce qui est logique. Mais quand on part d'une fabrication française versus une fabrication en Asie, à la fin, ça devient intouchable. Donc, comme j'avais vendu les machines à mes différents clients et que j'avais des petites idées de création parce qu'avant j'étais dans la mode, je leur ai dit écoutez, je vous propose de monter une marque en circuit court. Donc c'est-à-dire compresser le millefeuille. Exactement. On design, on fabrique, on distribue, zéro intermédiaire, on fait tout en interne. Et ça a commencé il y a 15 ans. Et voilà, et c'est une grande aventure. Alors, c'est pas toujours évident, parce qu'autant vous dire qu'on m'a pas attendu. Il y a 12 000 opticiens en France. Avec des franchisés, donc vous travaillez... Alors, au départ... Vous recrutez vous-même, enfin... Oui, voilà. En fait, l'idée, il y a plusieurs facettes dans le projet entrepreneurial. Ce que j'ai à cœur, c'est d'une part de faire que du français. Et de ce point de vue-là, on est les seuls opticiens à proposer des magasins avec que des collections françaises exclusives, puisqu'on ne les trouve pas ailleurs, en circuit court. Ensuite, ce que j'ai aussi vraiment à cœur, c'est d'accompagner toutes mes équipes à
l'intrapreneuriat. C'est-à-dire que quand on ouvre un magasin, on propose aux équipes opérationnelles d'être co-associées avec nous. Donc 50% la marque, le collectif qui a les lunettes, et 50% l'équipe. Ce qui fait que vous avez la possibilité d'être copropriétaire du magasin dans lequel vous travaillez. Du coup, ça donne du sens. Voilà, c'est une forme de modèle coopératif qu'on a réinventé. Donc ça s'appelle une franchise parce qu'il n'y a pas 30 000 noms de concepts en termes juridiques, mais c'est beaucoup plus libre et beaucoup plus ouvert qu'une franchise. Voilà. Donc c'est du design de collection, des magasins et une façon de travailler en magasin complètement différente. Voilà. Une façon de travailler différente. Alors justement, je crois que les clients, ils trouvent leur compte, c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui viennent, et tant mieux pour vous. C'est qu'il y a vraiment une relation privilégiée avec le client qui est prise en charge du début jusqu'à la fin. On est plus proche du sur-mesure que du prêt-à-porter en fait. Oui, c'est ça parce que... Avec la lunette. Racontez-nous un petit peu le circuit pour un consommateur, une cliente. Comment ça s'est passé la dernière fois que vous êtes allé acheter vos lunettes? Est-ce que, est-ce que vous avez trouvé facilement? Est-ce que vous avez trouvé facilement? Oui, je prends toujours un peu la même chose. Voilà. Et pourtant, toutes les lunettes ne vont pas à tous les visages. Oui. Fondamentalement, et tout est une question en fait de géométrie, c'est-à-dire que votre visage c'est une forme. Sur cette forme, on va mettre une autre forme, la lunette. Et donc, quand vous allez essayer une lunette, vous savez dire en général facilement j'aime, j'aime pas. Ça, il n'y a pas de problème. C'est très instinctif. Mais si maintenant c'est moi qui vous donne le micro et je vous dis ah oui, expliquez-moi pourquoi, ben c'est pas évident de verbaliser son émotion. Mais votre cerveau, lui, en une fraction de seconde, en fait, il va aller chercher des parallèles, des lignes de fuite, des histoires de proportion. S'il trouve que c'est cohérent, vous allez dire j'aime. Et s'il y a un truc un peu bizarre, dissonant, vous allez dire j'aime pas. Donc première étape, quand vous venez chez KLS Lunettes, je vous mets devant la glace et je vous explique tout ça, avec tout un petit jeu de cartes pour déjà que vous puissiez comprendre quelle est la géométrie de votre visage. Et du coup, vous appelez le visagisme. Oui. Et nous, on va vous expliquer en fait comment on va rééquilibrer ce visage. Enfin, là, il y a quelques minutes, on était en séance de maquillage. Normalement, ça ne se voit pas trop, c'est le but quand c'est bien fait. Et bien, la lunette, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'il faut que ça révèle votre personnalité. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le fabrique. Donc, toutes les lunettes ne vont pas à tous les visages, et donc il y a un accompagnement très particulier chez nous. Et deux, même, c'est intéressant ce que vous dites, globalement, je mets toujours les mêmes lunettes. Et pourtant... Souvent, oui. Ouais. Alors, est-ce que j'ai tort? Faisons un petit test en fait, sur moi. La question, c'est... parce que c'est ce que me disent tous mes clients. Ils me disent, alors j'ai quoi comme visage? Et donc, c'est quoi qui me va? En fait, la question, elle n'est pas là. La question, c'est quelle histoire, aujourd'hui, vous voulez raconter avec votre lunette? Dans votre carrefour de vie aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas dans le même carrefour de vie au niveau professionnel, au niveau de sa santé, au niveau de ses engagements, au niveau de sa vie de famille. Et donc, on n'a pas envie de raconter la même chose. Ça me fait penser à ce qu'on pourrait entendre chez le coiffeur aussi un petit peu, non? Oui, tout à fait. C'est un peu la même chose. Oui, tout à fait. Les changements de coiffure qui vont de pair avec des changements de vie. Exactement. Alors, il y a effectivement cette notion de cycle. Donc, ça va ensemble aussi parfois, oui, coiffeur et lunettes. D'ailleurs, et tout à fait. Et donc, il y a plein d'astuces en termes de colorimétrie pour assortir la lunette avec la carnation de la peau et la couleur des cheveux, avec la frange en termes de géométrie, etc. Sauf que la lunette, vous allez la porter pendant 2 ou 3 ans, donc il ne faut pas trop se planter. Voilà, chez le coiffeur, au pire, c'est un peu trop court, un peu trop long, un peu trop clair, les mèches. Bon, allez, hop, 3 semaines après. Là, la lunette, il y a vraiment cet accompagnement-là. Et donc, moi, j'aime bien surprendre mes clients et je leur donne des mots. Par exemple, je leur dis, je vais vous donner des mots et vous allez me dire ceux qui font sens pour vous. Ça m'amuse parce que j'ai regardé vos émissions et il y a plein de points communs. Oui. On va parler d'autres mots tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, donc est-ce que vous voulez parler de rigueur, d'écoute, de discrétion, de bienveillance, de féminité, de créativité, de dynamisme, vous voyez, de discrétion. Et vous voyez, en fonction des mots que vous allez donner, eh ben moi je vais vous accompagner dans une création, je vais associer les couleurs, les matières, les formes pour vous faire un modèle qui correspond à la géométrie de votre visage et à l'histoire que vous voulez raconter. Par exemple, les lunettes que vous portez, qui sont très sympas, très joyeuses, très colorées, est-ce qu'elles peuvent se porter constamment? Parce que c'est vrai que c'est moins discret que mes lunettes, disons. C'est vrai, mais étonnamment, oui. Alors, je mets un petit bémol. Je dis souvent, c'est un peu une question de génération. C'est-à-dire qu'à partir de la petite cinquantaine, ce qui est mon cas, voilà, je suis passée de l'autre côté il n'y a pas longtemps, on commence à plus trop bien dormir la nuit, avoir un peu chaud, un peu froid, avoir des gros problèmes de gamin. Et donc le matin, vous voyez, il faut un truc que vous le mettez et ça vous pimpe.
Donc, pour moi, il y a quand même des étapes dans la vie. On ne met pas ça à 18 ans, mais à partir de 50 ans, on commence à s'autoriser de lâcher les conventions. Et puis voilà, quelle histoire vous avez envie de raconter. Et chez KLS Lunettes, un des hashtags, un des mots-clés, c'est vraiment restons joyeux. Voilà. Et c'est très étonnant parce que même de la forte couleur, ça va avec tout. Ouais, c'est étonnant. Voilà, donc il faut essayer. Bon, en tout cas, ça vous va bien, on va vous suivre. On parlait de la journée internationale des droits des femmes. Vous êtes une femme chef d'entreprise et je crois que vous êtes une entreprise aussi 100% féminine. Enfin, vous embauchez beaucoup de femmes. Peut-être pas à 100%, mais il y a vraiment un lien privilégié avec les femmes. Alors ça, c'est plutôt lié, je dirais, à notre métier donc de commerce. Dans le métier de l'optique, il y avait beaucoup d'opticiens, maintenant il y a beaucoup d'opticiennes. C'est un métier qui est relativement scientifique, qui est assez équilibré, parce qu'il y a une grosse composante scientifique dans l'analyse de l'acuité visuelle, une composante relationnelle forte, puisqu'il faut accueillir, chouchouter les clients. Et puis derrière, il y a quand même un peu d'administratif, il faut être bien carré. Et de fait, les filles réussissent mieux. Par contre, c'est là où c'est intéressant, et moi je me sens personnellement concernée, il y a encore une notion un peu de plafond de verre. C'est-à-dire que des propriétaires de magasins, des associés de magasins, restent majoritairement aujourd'hui des hommes. C'est intéressant. Hein. C'est-à-dire que dans les magasins, vous allez être servi par des femmes, mais les patrons, c'est des hommes. Alors, je ne dis pas à 100%, bien évidemment, mais il y a encore cette culture-là. Pas chez vous. Et bien, pas chez nous. Alors, elles sont associées en plus. Ah oui, elles sont associées. Alors, je crois que ce qui nous met en joie vraiment avec mon associé, justement, c'est d'accompagner ces femmes vers la révélation de leur talent, de leur donner la baguette magique pour oser y aller. Alors, on forme à tout ça, hein, à la gestion, à la communication, au management, etc. etc. Et les gens, de fait, qui nous rejoignent, c'est des gens qui en ont un peu marre d'avoir eu l'impression de travailler dans des magasins un peu comme dans la grande distribution et qui ont envie de redonner du sens à leur vie. Donc du coup, c'est des gens engagés qui nous rejoignent et du coup, ça explose de créativité, de potentiel. Puis même au sens propre, puisqu'il y a aussi toute une histoire autour du don. Oui. Je crois que vous avez commencé avec des poules, d'ailleurs, vous racontez parfois cette oui. histoire-là. Oui, c'est rigolo ça. Alors, dans certaines assises, on va d'ailleurs en reparler, vous avez participé aux dernières assises des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, dont vous êtes, Entreprendre avec le Christ. Et vous avez d'ailleurs reçu, il y a 3 ans, je crois, le prix Philibert Vraud. Voilà, le prix du bien commun. Ainsi que le certificat de la ville de Lyon de Lyon équitable et durable. Bravo pour tous ces prix-là. Et vous racontez justement votre parcours et votre engagement avec le Christ, car derrière KLS, il y a aussi le nom de votre entreprise qui s'appelle l'Esprit Créateur. Oui. Donc voilà, création, Christ, engagement. Ouais. Comment ça se combine tout ça? Comment peut-on être un entrepreneur chrétien? Alors clairement, si j'avais pas eu la foi, j'aurais jamais entrepris. Ça c'est sûr, parce que la foi c'est la certitude, théologiquement parlant, la certitude de choses que l'on ne voit pas. Donc voilà. Et l'espérance de choses que l'on attend. Et ben c'est exactement ça l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes la seule à avoir un truc dans votre tête. En général, tout le monde vous dit que vous êtes folle, un peu trop. Et en même temps, on ne sait pas pourquoi, on a envie d'y aller. Voilà. Et donc, j'avoue que si je n'avais pas eu ce filet-là de sécurité et d'avoir, à toutes les étapes vraiment du projet, énormément prié et j'ai l'impression d'avoir reçu des réponses, est-ce que c'est moi qui les imagine, mais à un moment, il y a des choses incroyables qui sont arrivées. Ça m'a confortée parce que concrètement, se lancer dans un projet industriel à 40 ans avec 4 enfants, c'est quand même pas le projet le plus raisonnable du monde. Hein. Donc oui. Vous avez été portée, sans doute. Ouais, je le suis encore aujourd'hui. Hein. Oui. Bon, on va rentrer sans doute dans le détail un peu plus loin, puisque je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. C'est justement la partie où je vous propose des mots. On vient d'en effleurer un. Vous avez peut-être deviné lequel c'était. Je passe de l'autre côté et on se revoit avec les 4 mots que je vous propose d'éclairer. Audrey Cathoz, à tout de suite. Parfait, à tout de suite.
Alors, je suis passée de l'autre côté de la porte pour ces mots. Comme je vous le disais, le premier, on a commencé déjà un petit peu à l'effleurer, c'est le mot entrepreneuriat que je vous propose. Vous, la chef d'entreprise, entrepreneuse, co-entrepreneuse. C'est vrai. Donc, pour revenir un petit peu sur cette aventure, comme vous le disiez, quand même étonnante, à 40 ans, avec 4 enfants, à charge, enfin vous êtes marié, vous êtes lancé quand même dans une entreprise audacieuse, mais vous avez été guidé, porté. On parlait de la foi. Je crois que vous êtes votre foi, elle s'ancre au départ dans le protestantisme. Effectivement, oui. Bon, c'est pas forcément ce qui me distingue le plus, mais effectivement, j'ai eu la chance de grandir dans une famille croyante. Et au moment de l'adolescence, au moment où mes parents se sont malheureusement séparés dans des conditions très difficiles, j'ai pu participer à des colos chrétiennes en Suisse, dans des endroits merveilleux. Et je crois que j'y ai guéri de toutes ces blessures qui fragilisent énormément un ado, qui m'avait plongée quand même dans une grande phase de doute, de remise en question, de néant. Et j'y ai guéri parce que j'ai rencontré la figure de Dieu, c'est-à-dire un Dieu Père qui, dans tous ses attributs d'amour, mais aussi de réassurance, m'a reconstruite. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a portée ensuite tout au long de ma vie. Après, jeune mariée, pour des raisons X ou Y, je n'allais plus à l'église parce que justement j'étais dans une famille d'église protestante très très rigoriste et qui était tellement peu ouverte sur le monde que je ne savais même pas qu'il y avait d'autres églises à côté, pour vous dire à peu près le truc dingue. Du coup, il m'a fallu un certain temps pour me remettre en route et me re-questionner. Et c'est la maternité d'ailleurs qui l'a faite. Et je me suis dit, tiens, en ayant mes propres enfants, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, comment j'ai envie de les élever. Et du coup, je suis retournée à l'église. Je suis allée un peu loin du mot entrepreneuriat, excusez-moi. Non, ça nous raconte bien les choses. C'est vrai que je parlais du protestantisme parce qu'il y a peut-être aussi un rapport particulier à l'entrepreneuriat. Il y a peut-être moins de complexe par rapport à l'argent, où ça n'a rien à voir. Il n'y a pas du tout de complexe par rapport à l'argent, effectivement. Ça tombe bien, j'en gagne peu, donc la question ne se pose pas. Mais effectivement, il y a un côté de grande liberté dans le mot entrepreneuriat. Par contre, c'est un entrepreneuriat extrêmement guidé, c'est-à-dire comment, dans mon activité professionnelle, je peux avoir un impact autour de moi. Donc un impact sur mon territoire, un impact par le type de produit que je vais vendre, fabriquer, etc. C'est pour ça qu'il est hors de question que je parte sur une crème de beauté ou une lessive qui lave plus blanc que blanc. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers la lunette, parce qu'il y a un côté vraiment objet d'utilité, tout le monde en porte, etc. Et impact sur le territoire, puisque du coup, en valorisant des usines dans mon secteur géographique, j'avais l'impression de me sentir utile. Voilà. Et un objet, la lunette, qui permet de voir. Oui. Il y a toute une symbolique derrière. Oui. Il n'y a pas de hasard. Non, c'est vrai, il n'y a pas de hasard. Et puis, la lunette, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'elle dit beaucoup de qui vous êtes ou pas. On peut choisir de se cacher un peu derrière une lunette ou être très en retrait ou pas du tout se poser ce type de questions. Mais dans la façon dont on conçoit nos collections, et ça a été au cœur du processus entrepreneurial dès le début, le côté accompagnement, chouchouter le client, c'est vraiment au cœur. Et donc chouchouter le client, ça veut dire comprendre où il en est, comprendre, comment dirais-je,
avec les tripes, humainement parlant. C'est pas juste comprendre ce dont il a besoin avec son ordonnance et sa mutuelle. C'est comprendre où il en est dans son carrefour de vie et que sa lunette qu'on va créer ensemble le mette en valeur, voilà, le raconte. Et que chaque client, en fait, dans le carrefour de vie dans lequel il va venir nous voir, d'une certaine manière, avec sa lunette, il réentreprend sa vie. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais en fait, c'est ça. C'est reprendre confiance en soi et montrer la lumière à l'intérieur, montrer le beau, montrer le positif et quelque peu oublier tous les soucis. Ça fait du bien et puis ça connecte entre nous. Voilà, ça me plaît. Ah oui, vous connectez très bien, vous parlez de réentreprendre. Ça résonne avec entrepreneuriat, évidemment. Et cette connexion, c'est au cœur des initiales de votre projet. KLS. Quel est le mot le plus fort? Connexion ou solidarité ou lunettes? Alors, déjà sur le mot entrepreneuriat, je voulais juste compléter quelque chose parce que par rapport à ma foi, c'est-à-dire à ma compréhension de ce qu'il y a de plus grand, d'au-dessus de la spiritualité, parce qu'on peut y mettre plusieurs termes, il y avait vraiment l'idée de si j'entreprends, je n'entreprends pas seule et toi, Dieu, tu es associé. C'est-à-dire que je te consulte, je te demande ton avis et tu fais bouger les dossiers. Vraiment, c'est-à-dire comme un associé physique. Parce que seul, je n'y arriverai jamais. Donc le premier qui doit m'équiper, c'est toi. Et donc, il y a vraiment cette notion de croire en un Dieu qui n'a pas juste créé le ciel et la terre il y a quelques milliards d'années, mais qui nous accompagne pour créer au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le fait de se laisser guider dans ce chemin. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même pas un truc qu'on apprend vraiment à l'école, même s'il y a des formations maintenant qui font ça. Vraiment, ça vient de l'intérieur. Et du coup, ça m'amène au choix de la marque, parce que quand on crée... Dans le processus entrepreneurial, le choix du nom, du logo, c'est hyper important. C'est comme quand on a un enfant, la façon dont on va nommer cette vie à venir, on lui transmet quelque chose, on se positionne, etc. On ouvre un chemin devant. Voilà. Et donc le mot connexion, c'est un mot que je trouve très beau parce qu'il a plein de sens. Donc connexion avec la spiritualité, mais pas obligatoirement. Je travaille dans le respect de mes clients et de mes collaborateurs et de mes associés, là où ils en sont. Connexion en direct avec les usines. Et puis connexion parce que en fait par le regard, hein, tout passe par le regard. Donc connexion. Et puis solidaire parce qu'on a à cœur de faire un don pour chaque paire vendue à un projet associatif, voilà, pour partager. Voilà. C'est pour ça que je parlais des poules tout à l'heure. Oui, parce qu'au départ, il y a eu des histoires de poules. Voilà, alors typiquement, exactement. Une des premières opérations que j'ai faites, vous voyez, si par exemple vous étiez venu chez KLS, chère Marie, choisir vos lunettes, eh bien, donc l'année où j'ai fait cette opération, on a fait une opération avec une ONG qui s'appelle le CEL pour un programme de lutte contre la malnutrition au Sahel. Et donc, on envoyait des poules pondeuses. Donc, pour chaque paire vendue, il y avait une poule qui partait dans une famille au Sahel. Voilà. Donc, il y a une poule qui se serait appelée Marie, qui serait partie dans une famille. Et tous les matins, on aurait dit « Oh, merci ma petite Marie pour cet œuf qui nous aide à vivre ». Parce que les poules étaient prénommées du nom de leur des pas clients. forcément. Mais alors, pas tout à fait aussi directement, mais dans l'intention, vous voyez, c'est vraiment par votre achat, bien sûr vous avez une belle lunette, mais il y a un impact. Voilà, quelque part. Voilà. Oui, et puis ça m'éclate. Et ça continue entre la poule et l'œuf. On ne sait pas qui a commencé. Ça tombe bien, ça me permet d'aller vers le deuxième mot, le mot cycle. Ah, le mot cycle. Un mot qui vous parle, je crois. Ça, c'est la nana qui vient d'avoir 50 ans et qui s'en est pas remis. Comment dire? Vous savez, quand on commence à cogiter, à se dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie de famille, qu'est-ce que j'ai fait de mon boulot. Et en fait, j'ai à cœur d'essayer depuis
relativement peu d'être un peu intentionnelle, d'essayer en fait de m'arrêter, ou de ralentir dans le rythme pour essayer de comprendre tous ces cycles-là, tous ces cycles de vie. Parce que sinon, on se laisse emporter par des tsunamis, on est tout le temps comme dans le tambour de la machine à laver, là ça ne s'arrête jamais. Le cycle de la rencontre amoureuse avec toutes les questions qu'on se pose, le cycle de la maternité, avec le questionnement par rapport à, parfois quand on a des difficultés d'avoir des enfants, ce qui a été notre cas. Et en fait, l'analyse de tous ces cycles, en fait, permet de se reconnecter, tiens encore le mot connexion, de se reconnecter les uns les autres, vous voyez, mais au niveau des entrailles, pas rester juste dans un monde superficiel, mais vraiment parler de nous, de nos besoins, de nos quêtes, et comment on peut être à l'écoute les uns des autres, se transmettre. Mais c'est la journée du 8 mars, on pourrait utiliser le mot sororité, hein, qui n'est pas forcément encore très bien compris, mais vous voyez, il y a cet ordre-là. Donc le cycle de l'éducation des enfants, hyper complexe quand on a des enfants. Nous, c'est notre cas un peu... Très rapproché, vous avez eu 4 enfants en 3 ans, dont des jumeaux. Voilà. Donc Pierre-Louis, qui a 22 ans, c'est voilà, ça, aujourd'hui. Pierre-Louis. Victoria, Paul-Henri. Et Amaury, le petit 20 dernier. ans, Ouais. et Amaury, 19 ans. En regardant un peu, il me semblait qu'ils jouent beaucoup. Ils sont judokas, non? Ah oui, effectivement. Ouais, ils sont très sportifs. Très oui. sportifs. Paul est champion de France de judo, ouais, effectivement. Bravo. Des battants. Ouais, mais des battants, mais aussi des enfants atypiques qui sont passés par eux aussi leur propre cycle d'adolescence complexe. Des cycles où ils ont du mal à se trouver. Une fois encore, c'est légitime, il faut parfois du temps, du mal avec l'autorité, et donc différentes mauvaises solutions que l'on cherche. Et comment nous, en tant que parents, on accompagne tout ça aussi, et comment entre parents on s'accompagne là-dedans aussi, parce que c'est quand même juste un peu le tsunami quand votre enfant il commence à être comment dirais-je, le vilain petit canard, quand il commence à avoir des pratiques addictives, quand on passe de la crise d'ado au cycle de la dépression, à la phobie scolaire et tout ça et tout ça. Voilà, donc il y a tous ces cycles, les cycles de changement professionnel, il y en a plein, des cycles du burn-out, et en fait je me retrouve dans plein de groupes de femmes ou même avec mes clients. Et vous voyez, c'est aussi parler de tout ça. J'ai vraiment à cœur que nos magasins ne soient pas juste des boutiques de lunettes, mais soient aussi des lieux de vie et de ressourcement. Et donc, oser parler vrai, oser être en profondeur, et comment, de ce que j'ai appris de mes cycles, je peux transmettre, écouter, prier. Très souvent, j'ai eu l'occasion même de prier dans les magasins pour des clients qui s'ouvrent, parce qu'on parle de choses assez rapidement, souvent intimes, parce que la vue, c'est quelque chose qui touche l'intime. On n'a pas... l'acuité visuelle, ça veut dire vieillir, et on n'a pas envie de vieillir, et du coup il y a plein de mots un peu techniques derrière, pas très jolis, qui font peur, et donc on parle très souvent de choses intimes. Donc cette notion de cycle, il y a vraiment l'idée de comment on peut s'accompagner les uns les autres, se soutenir, et nous en tant que femmes, au-delà de cette course effrénée de la vie, et quand on est maman et qu'on bosse tout le temps, c'est très lourd, c'est trop lourd. Voilà, donc comment on peut se soutenir les uns les autres, et comment ce que moi j'ai reçu de ce que je pense, de ce que Dieu me donne, de cette lumière, de cette force, de cette capacité d'écoute, de résilience, comment je peux éventuellement être moi aussi une lumière sur le chemin, mais très modestement. Hein. Voilà. Vous avez eu le sentiment d'avoir toujours eu le soutien du Christ ou de Dieu? Ou de... Tiens, je vous propose d'aller vers le 3e mot, la source. Ah oui, la source. Pour vous, c'est un peu la même chose, non? Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu la même chose, mais ce qui me plaît beaucoup dans mon métier, c'est que c'est un métier de relation. Hein, c'est-à-dire qu'on accueille beaucoup de clients en magasin.
dont parfois avec lesquels on tisse de très belles amitiés. Et moi, ce qui m'intéresse, une fois encore, c'est pas juste une ordonnance, une lunette, une facture, une mutuelle. Ce qui m'intéresse, c'est la rencontre. Et dans cette rencontre, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quelle est sa source. Voilà. Quel est le moteur de la personne que j'ai en face de moi? Qu'est-ce qui va la faire avancer, qui va la mettre en énergie, en joie? Parce que de cette source-là, moi, je peux être aussi abreuvée. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de recevoir les uns des autres. Et donc, quelle est ta source? Ça, c'est une question. C'est une question que j'avais découverte dans un livre de la pasteure Lita Basset et qui m'avait vraiment percutée. Quelle est ta source? Parce que quand on parle du Christ, c'est des mots qui, pour beaucoup de personnes, n'ont pas forcément un sens très tangible. Par contre, tout le monde aspire à être relié, connecté à quelque chose de plus grand que soi. Justement, la source est un mot qui me paraît assez transversal et du coup, vous voyez, me permet de créer des ponts avec les gens autour de moi. Voilà, quelle est ta source? C'est la question que vous posez aussi en entretien de recrutement? Ah oui, tout à fait. Ah oui, très volontiers. Ouais, parce qu'en fait, ça permet de faire connaissance de manière quelle est ta source. Ça peut être du sport, ça peut être la vie de famille, ou pas du tout d'ailleurs. Des fois, la vie de famille, c'est même le contraire. Ah, ça vous aspire. Quelle est ta source ou ta ressource? Exactement. Quelle est ta source ou ta ressource? Et ça me permet, souvent dans un deuxième temps, de moi-même répondre à la question. C'est-à-dire que quand l'intimité de la relation se crée, les gens, souvent, ils vous répondent « Et vous, alors, c'est quoi votre source? Qu'est-ce qui fait que vous tenez le coup, que vous ne lâchez pas, que vous continuez, même si c'est difficile, même s'il y a eu le Covid et qu'il a fallu fermer tous les commerces, même s'il y a énormément de concurrence, même si voilà, il y a des travaux plein la rue et que votre magasin, on ne le voit plus. » Et quelle est votre source? Vous vous abreuvez comment? Alors, j'essaye de commencer avec des temps calmes de méditation, je ne sais pas si on peut dire ça, de prière intérieure, de calme. Et d'ailleurs, depuis quelques mois, je me suis inspirée de la pratique de nos frères et sœurs musulmans et je me suis mis des alarmes sur mon téléphone, 3 fois par jour qui sonnent. Il y a écrit prière, ça fait bien rigoler tout le monde d'ailleurs quand ça se met à sonner. Et je suis obligée de m'arrêter parce que sinon, le soir, à 21h, quand je me retrouve dans ma chambre, en fait, j'ai déjà oublié la moitié de ce que j'ai fait pendant la journée, en fait. Et donc, je ne peux même plus dire merci. Enfin, c'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne m'en souviens plus parce que les choses se sont enchaînées. Et donc, je m'oblige à respirer, donc 8h30, 12h30, 16h30, 20h30. Donc 3 ou 4? 4. Le matin 8h30, c'est un peu instinctif. Ce ne sont pas les 5 prières par jour chez non, nos mais amis ce que je veux dire, musulmans, mais les 4 d'Audrey Catoz. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'y mettez pas une intentionnalité, en fait, il n'y a pas de temps de ressourcement. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps aujourd'hui, quand on est une femme, une maman, qu'on travaille, il n'y a pas de temps. C'est pas vrai. Voilà. Donc, en fait, il faut les mettre dans l'agenda. Et j'essaye de mettre des temps, au moins une demi-journée par semaine. J'ai lu un autre bouquin qui m'a vraiment mis une grosse claque pour faire ce qu'on appelle faire Shabbat. Et donc, c'est une très belle pratique d'ailleurs des textes bibliques que Dieu a institué pour son peuple, en fait, qui était épuisé par ces années d'esclavage en Égypte, pour vraiment qu'ils aient une journée où ils se posent, ils se reposent, ils jouent ensemble, ils mangent ensemble, ils discutent ensemble, ils prennent des temps de lecture des textes bibliques et ils font mémoire de justement tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Et du coup, ça rythme les semaines. Et en fait, on a besoin de revenir à des choses comme ça, parce que sinon, on se fait bouffer tout cru. Voilà. Donc, ma source, elle prend source dans des rituels que je m'impose maintenant. Voilà. C'est comme lave tes dents, quoi, à ses enfants. Et des rituels certains que vous partagez, peut-être, parmi vos collaborateurs, ces temps de pause, ces temps de prière aussi. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de... J'avais cru entendre que vous aviez des collaborateurs de confession juive. Oui. Est-ce que c'est... Et musulmane. Et musulmane, vous avez toutes les confessions en fait autour de vous. Dans mes associés même. Hein, dans vos associés. Donc il y a un associés. partage entre les différentes religions avec des points de... Oui.
Après, des points d'ancrage pour chacun. C'est très drôle d'ailleurs comment ça s'est passé. Notre première associée, c'était donc qui est donc de confession juive. Donc c'était une très bonne amie d'une de mon associée. Donc c'est comme ça qu'elle a intégré dans le projet. Et d'ailleurs un soir, j'avais donc ma fameuse réunion donc EDC, donc entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Donc on se retrouve une fois par mois. Et je partage ça avec mes amis. Je leur dis je suis trop contente. Notre nouvelle associée pour le magasin de Bellecour, elle est de confession juive. Et ça me réjouit parce que j'ai vraiment un attachement pour Israël, pour l'histoire de ce peuple, pour son destin incroyable, pour tout ce qu'il apporte, etc. Bref, donc j'en étais très heureuse. Et je leur dis comme ça, cash, je leur dis, tiens, c'est marrant parce que, je me suis dit, tiens, si elle avait été musulmane, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Je partage en toute simplicité parce que, sans doute, je connais moins cette spiritualité, parce qu'il n'y avait pas d'autres dogmes particuliers. Et mes amis me disent, bon, mais pourtant, tu as toujours à cœur de témoigner, donc ça aurait sûrement pu très bien se passer. Je dis, oui, tout à fait, mais voilà, il se trouve que mon associé va être juive. Et donc, cette personne arrive dans l'entreprise, et puis on ouvre le magasin avec elle, et puis elle me dit, oh là là, Audrey, et vous savez que j'habite dans tel quartier à Lyon, la Croix-Rousse, donc si jamais vous ouvrez à la Croix-Rousse, j'aimerais bien être proche de mon domicile. Je lui dis, pas de problème, mais à ce moment-là, il faut me trouver une copine qui va vous remplacer dans le magasin où vous travaillez, puisque bon, à un moment donné, il faut faire tourner un magasin, il faut des équipes, il faut rester pragmatique, on n'est pas que perché vers la source. Voilà, et donc elle me dit, oui, j'ai parlé de vous à une de mes copines. Donc j'appelle la nana, super motivée et tout, et je lui propose un rendez-vous. Ça a été quelques jours après. Et donc je lui dis, asseyez-vous, on se fait un petit thé, un café, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et elle me dit, non, rien du tout, je jeûne. Et c'était Ramadan. Et en fait, cette nana est extraordinaire et elle est musulmane. Et quelques jours après, mais Dieu m'a scotché, il m'a repris. Il m'a dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette... En fait, vas-y, quoi. Voilà, et c'est OK. Et du coup, on apprend à se connaître et dans un grand respect de nos pratiques. Mais, vous voyez, c'est une laïcité hyper positive. C'est-à-dire qu'on échange, on partage dans le respect, mais il n'y a pas de déni. Donc voilà, c'est ça, connexion, lunettes solidaires. Voilà. Tout le monde est bienvenu dans la famille. Voici maintenant le 4e mot qui peut résumer un peu les derniers mots. Ça fait écho avec la source. C'est le mot lumière, et avec cycle aussi, puisque la boucle est bouclée. Et avec l'émission Lumière intérieure, évidemment. Lumière, oui. C'est un mot que vous aimez bien. Oui, c'est un mot que j'aime bien. C'est un mot qui n'est pas facile à assumer parce que c'est pas rien quand Jésus il a dit vous devez être la lumière du monde. C'est un bonjour la responsabilité quand même. Vous devez être la lumière du monde. Et il n'a pas dit vous devez être les plus grands théologiens du monde, etc. Il a dit vous devez être la lumière parce qu'en fait c'est un peu comme cette histoire de la source, c'est de ce que vous allez rayonner. Ça peut donner envie aux autres de vous rencontrer et de comprendre et du coup de se connecter à cette lumière. Voilà, donc voilà, j'essaye de rester joyeuse. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est le mot un peu de notre année 2025, restons joyeux. Et dans ce mot lumière et restons joyeux, il y a une forme aussi d'impératif, c'est-à-dire qu'on peut décider d'être lumière même quand ça ne va pas. Et je dirais surtout quand ça ne va pas. L'optimisme est de volonté, comme disait l'autre. Eh bien, oui, et là encore, on a dans la pratique de la lecture des textes des évangiles, il y a vraiment cette notion de ce que l'on dit de notre bouche, c'est-à-dire les mots que l'on va employer ont un impact. Et donc, même quand c'est dur,
quand je vous dis c'est dur, je veux dire, comme toutes les mamans, je peux vous dire que voilà, si on avait un peu plus de temps que je vous raconte ma vie de famille, voilà, on peut faire pleurer dans les chaumières, mais c'est OK. Hein. Mais vous voyez, on peut choisir de continuer à dire, voilà, là, je pourrais vraiment tomber en dépression, je pourrais vraiment faire un burn-out parce que c'est trop dur au boulot. Je pourrais vraiment quitter la maison parce qu'ils me font tous... voilà. Mais je choisis de rester dans la lumière, je choisis d'écouter de la louange pour voyez, me mettre sous cette source. Je choisis de dire merci. Voilà. Et je le choisis et, curieusement, ça advient. Voilà. Donc, ça marche, ça se transmet. Voilà. Et c'est gratuit, hein. Servez-vous. C'est tout simple. C'est simple, mais pas toujours facile de recevoir la lumière, de la rayonner, notamment face à l'adversité et les moments difficiles, les épreuves. Oui. Et puis pas toujours beaucoup de bienveillance hein, dans le milieu de l'entreprise, ça c'est une réalité, quelles que soient les entreprises, même celles qui ont soi-disant une belle étiquette. Donc notre petit niveau, voilà, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les matins prendre un petit moment pour échanger avec les uns les autres, savoir dire merci. L'importance de la gratitude. Oui, par exemple, cette année, c'est marrant, j'étais un peu agacée de tous ces messages, c'était il y a quelques mois là, mais tous ces messages de vœux, là, tarte à la crème, là, bonne santé, machin, truc bidule. Ça m'énerve parce qu'en fait on ne dit rien quand on dit ça. Mais par contre, prendre le temps, un à un, je vois, j'avais une de mes gérantes de magasin, là, et je lui ai dit, mais en fait, je voulais vous dire merci parce que on se souhaite tous une belle année, une douce année, mais en fait, vous avez bien vu ce qu'on a vécu entre vous, votre vie de famille, votre fils hospitalisé, les difficultés qu'on a eues au boulot, etc. En fait, on ne sait pas de quoi l'année sera faite, donc ça ne sert à rien de dire des grandes formules comme ça. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ce qu'on a expérimenté l'année dernière ensemble, et merci parce que vous avez été là sur le pont, vous avez été un vrai soutien pour moi, vous avez fait votre job hyper bien, vous avez aimé les clients, je peux m'appuyer sur vous. En fait, c'est tout ça qui va faire que l'année va être douce. Parce que quelles que soient les circonstances et les épreuves, je vais pouvoir compter sur votre amitié, votre soutien, votre lumière. Donc merci pour ça. Donc vous voyez, c'est apprendre à se dire merci, mais de façon concrète en fait, pas juste des grands mots, là, des grandes phrases qui ne veulent plus rien dire. La lumière, c'est ce quatrième et dernier mot. La lumière qui vient des autres, qu'on essaye de réfléchir soi-même, la lumière du Seigneur. Est-ce que la lumière, vous voyez de la lumière au fond du tunnel aussi? Votre rapport à l'au-delà, à la mort, vous y pensez? Oui, bien sûr, très souvent. D'autant plus en ce moment que je suis dans un cycle de vie où mes enfants sont en train de décoller et mes parents et mes beaux-parents sont en train d'atterrir. Donc, avant, on est dans une période un peu de déni, tout le monde il est beau, tout ça. Et là, oui, bien sûr. Dans la spiritualité chrétienne, on pense vraiment que la vie en fait se continue, c'est-à-dire que quand on fait le choix de croire le message du Christ, en fait on reçoit une vie qui va se prolonger après. Donc ça enlève bien des questionnements, bien des pourquoi. Aujourd'hui, ça me rassure. Après, j'ai la chance de ne pas être confrontée à des maladies très graves ou des choses très lourdes. Hein. Peut-être que je serais ébranlée, certainement. Mais aujourd'hui, je suis très sereine par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'ai pour objectif cette année de prendre le temps d'écrire la cérémonie de mes obsèques. Parce que je voudrais le préparer. Choisir les chants, écrire ce que je veux écrire, faire le diaporama de photos, enfin voilà. Vous voyez, pour prendre le temps. Et j'ai 2 ou 3 amis qui ont perdu leur maman ces derniers mois. Et là aussi, de prendre du temps avec elle. Explique-moi ce que tu as vécu. Parce que le pire, en fait, c'est quand le temps est passé et qu'après, on a des regrets. Voilà, donc j'aimerais comprendre
le plus tôt possible pour changer ce que je dois changer en moi, pour pardonner ce que je dois pardonner, pour dire les mots qu'il faut dire, pour tout ça, pour ne pas avoir de regrets le jour où. Mais c'est étonnant quand même de commencer à préparer déjà à votre jeune âge quand même, petite cinquantaine, une cérémonie d'obsèques et tout. Enfin, on a tous autour de nous des gens qui sont partis comme ça. Non, mais pour soi-même. Oui, justement. Démarche, Tiens, c'est vrai. Justement, c'est se poser ces questions-là et pas en laisser l'entière responsabilité à ses proches qui sont forcément attristés. Voilà. Quelle lumière on veut laisser après soi, si tant est qu'il y a une trace bien longtemps, ce qui n'est pas forcément le cas. Et voilà, mes lumières. Et du coup, la lunette, pour en revenir à la cohérence de vie, c'est-à-dire que dans mon métier, par la lunette, j'ai à cœur d'apporter cette lumière aussi sur le visage de mes clients et ça se transmet. Comme un sourire, quand vous êtes dans la rue, que vous souriez à quelqu'un, la personne, elle est gratuitement, elle est heureuse, elle sourit à quelqu'un d'autre. Quand vous avez une jolie lunette, c'est très très étonnant. D'ailleurs, je vais vous raconter deux petites anecdotes. Avec ces lunettes un peu rigolotes, je vous assure que dans le métro à Paris quand même, en heure de pointe, les gens me sourient. Et j'en ai même qui m'ont aidé à porter mon énorme valise. Donc vous voyez, il se passe des choses avec la lunette. Une jolie lunette, ça ouvre la relation. Voilà. Et ça irradie encore plus la lumière. C'est vrai. Il y en a. C'est un bel écran, un bel écrin pour le passage entre les yeux, le regard, la lumière, le monde. Merci beaucoup, Audrey Cathoz, pour ces explications de mots. Je reviens vers vous pour la conclusion. À tout de suite. Audrey Cathoz, je suis de nouveau en face de vous. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ? Un petit peu entre le confessionnal et le cabinet de psy. Oui, c'est vrai, je préfère quand vous êtes en face. Vous connaissez les deux ? Alors, le confessionnal, pas trop, même pas du tout. Et le cabinet de psy, je connais heureusement des psys, waouh, super. Ouais. Et le confessionnal, vous ne connaissez pas ? Non. Vous allez souvent à l'église ? Oui, tout à fait, mais dans la pratique protestante, en fait, c'est très simple. Le temple. La pratique protestante, soit c'est dans la Bible et on le croit, soit c'est pas dans la Bible et on est libre. Le confessionnal n'est pas dans la Bible, donc on est libre. Par définition, on parle à Dieu et on reçoit de Dieu et il n'y a voilà, c'est pas forcément noté qu'il y a besoin d'une autre pratique. Je la respecte, on est libre, mais du coup, c'est moins ma culture, voilà. Oui. Donc vous êtes bien toujours dans cette pratique quand même protestante, oui, parce vrai. que je pensais que votre conjoint est catholique ou protestant aussi. Mon mari est profondément croyant, mais il a une autre éducation. Il a eu ma belle-mère est juive, non pratiquante, et mon beau-père est catholique. Donc vous voyez, on est multiconfessionnel. Exactement. Un petit peu. Et c'est très riche, c'est très bien. Parmi les 4 mots proposés, est-ce qu'il y en a un qui vous a davantage marqué ? Donc il y avait entrepreneuriat, puisque vous êtes une... Alors le mot cycle m'interpelle parce que aujourd'hui, à titre professionnel, on est vraiment aussi à un carrefour. Donc on a 7 magasins, on a 2 autres projets d'ouverture. Mais quel va être le prochain cycle ? C'est-à-dire qu'à 7 magasins, on n'est pas encore à l'équilibre compte tenu des investissements conséquents qu'on a industriels pour créer les collections, etc. Donc, est-ce que je continue à ouvrir des magasins, auquel cas j'ai besoin de rencontrer des opticiens qui vont avoir envie de se différencier en faisant que du Made in France ? Est-ce que j'ai la possibilité de trouver un groupe qui va m'accompagner, déjà un réseau d'opticiens ou un investisseur ou autre qui va m'aider à me développer ? Donc il faut que je mette ça en prière parce que là, c'est un peu flou pour moi, même très flou, et ça, c'est pas hyper confortable. Il y a peut-être un appel qui va être lancé, la lumière va irradier. Et si seulement. Et si seulement. Ça a marché. Mes 2 premiers magasins ont été ouverts suite à des témoignages dans des médias chrétiens. C'est rigolo. Voilà. Hein. Et je crois aussi vos premiers investissements, vos premiers fonds. Oui, c'est vrai, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Dans pas mal d'assises, notamment des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, comme quoi c'est grâce à vos prières que vous avez fait vos premiers recrutements, que vous avez reçu vos premiers fonds. Oui. Enfin, voilà,
Mais d'ailleurs, beaucoup de petits miracles qui ont été semés quand même sur votre chemin de réussite. Quand on a envie d'arrêter, vous voyez, on fait mémoire de ça, on dit ah oui quand même. D'ailleurs, par exemple, quand j'ai eu votre invitation, c'était un jour où j'étais pas hyper lumineuse, pour vous dire. Ah ben voilà. même carrément pas du tout. Et là, je dis ah non mais Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes d'aller faire une émission là-dessus? J'ai juste envie de tout plaquer, m'arrêter de travailler, partir en vacances, faire une retraite au bout du monde. Et là, c'est reparti. Là, c'est reparti, Audrey Catteuz. Merci en tout cas de votre présence. Merci pour votre beau parcours. Et je suis sûre qu'il va continuer. Audrey Catteuz, retenez ce nom, c'est KLS. Lunettes. Voilà, et d'ailleurs, vous les portez très bien. Et puis, on en voit quelques exemplaires. Donc, vraiment, ça donne envie de changer de lunettes quand même quand on voit vos créations. Merci à vous. Merci à vous derrière vos écrans pour avoir regardé Lumière intérieure que vous pouvez voir via le replay en bon français sur kto-tv.com. À la semaine prochaine. Bonne soirée.